Je vous retrouve une fois encore et tout le plaisir est pour moi de vous tenir compagnie pendant 3/4 d'heure d'analyse et de décryptage de l'actualité. L'actualité qui est marquée aujourd'hui par la prise officielle de pouvoir au Nigeria par le nouveau président élu, Muhammadu Buhari. Mais l'homme hérite d'un pays sinistré. Pénurie de carburant, chute des cours du pétrole et la quasi-inexistence de l'énergie électrique à Lagos, capitale économique du pays. Ainsi se présente le sombre tableau qui accueille le nouveau locataire de l'Aso Rock. On analysera la situation et on parlera également, si le temps nous le permet, de la situation confuse à Madagascar où la destitution du président Eri Rajaonari Mampiane par une large majorité des députés fait débat. Si le président malgache conteste cette destitution, tous les regards sont désormais tournés vers la haute cour constitutionnelle du pays qui semble avoir le dernier mot. En dernière partie de cette émission, vous aurez droit à l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. Merci de nous accorder votre confiance. On revient après le flash d'information. Muhammadu Buhari officiellement investi ce vendredi nouveau président du Nigeria à l'occasion d'une prestation de serment sans précédent dans l'histoire du pays qui n'avait jamais connu de victoire de l'opposition sur un chef d'État sortant. C'est d'un Nigeria quasiment paralysé qu'hérite le nouveau chef d'État. La mission ne s'annonce donc pas facile. Toujours au Nigeria, le ministre de l'Agriculture Akiwumi Adesina a été élu jeudi à Abidjan, président de la Banque africaine de développement selon les résultats officiels. C'est donc le candidat nigérian qui remplacera le Rwandais Donald Kaberuka à la tête de cette institution stratégique pour le continent septembre prochain. En République démocratique du Congo, le président Kabila lance des consultations tous azimuts en vue d'un dialogue politique. De hauts responsables congolais annoncent qu'il s'agira de réfléchir sur le calendrier électoral global. Une idée rejetée par une partie de l'opposition qui y voit un stratagème de rester illégalement au pouvoir. Le président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui prend officiellement les rênes du pays, a une longue liste de priorités à traiter après avoir fait campagne sur le thème du changement. Un changement que les Nigérians attendent, il faut se le dire, mais qui risque d'être perturbé par le contexte actuel. Un contexte marqué par la chute du prix du baril du pétrole, alors que le Nigeria tire 95% de ses recettes en devises et 80% de ses revenus fiscaux de la vente de l'or noir et du gaz. Quoi qu'il en soit, 4 dossiers urgents attendent le nouveau président: la corruption, Boko Haram, le chômage et l'énergie. Muhammadu Buhari saura-t-il répondre à l'attente des Nigérians? Entre la grogne sociale et les questions sécuritaires, sera-t-il à la hauteur de l'espoir qu'il suscite? Autant de questions que nous allons aborder dans le débat du jour. Le débat devait recevoir aujourd'hui 2 invités, mais en attendant, nous n'avons en studio qu'un seul. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir. Muhammadu Buhari, un homme qui a suscité et qui continue de susciter beaucoup d'espoir auprès du peuple nigérien, au point même parfois d'être perçu comme le Messie. Muhammadu Buhari pourra-t-il être à la hauteur de tous ces espoirs qu'il suscite? Une grande interrogation au regard de la tâche qui est à abattre. Vous avez évoqué quelques-uns des chantiers qui attendent le nouvel homme fort du Nigeria. Il faut apprécier les chantiers qui sont en attente et voir les potentialités de l'homme, établir l'équation pour ensuite en arriver à une conclusion. Je vais faire d'abord remarquer que si, entre-temps, Goodluck Jonathan a perdu la confiance du peuple, c'est simplement parce que l'homme a capitulé face à ces nombreux défis. Ces défis qui ont pour nom l'insécurité avec Boko Haram. Ces défis qui ont pour nom l'absence ou la faible disponibilité d'un certain nombre d'infrastructures socio-communautaires. Je vais citer l'électricité, l'eau, les infrastructures socio-communautaires, la santé, j'en passe. Et je veux citer la corruption pratiquement érigée en institution. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Nigériens qui parlent en ces termes. Je veux parler du chômage que vous venez d'évoquer. Donc, face à ces chapelets de défis, Goodluck Jonathan n'a pas su apporter la réponse qu'il faut. Et Buhari a trouvé le thème juste. Il a parlé de changement. Changement. Alors, l'homme, demandiez-vous tout à l'heure, pourra-t-il relever ces défis? Oui, il faut savoir s'y prendre, puisque lui-même a crié haut et fort. Il a levé le doigt, il a affirmé, il a confessé qu'il peut le faire, qu'il a les ressources
pour y arriver. Donc, on attend l'homme à l'œuvre. Mais il va falloir très rapidement hiérarchiser ces défis, savoir prioriser ce qu'il faut faire. Et très rapidement, je trouve, vu que la fronde sociale est déjà là, parlant de la crise énergétique, on ne peut pas comprendre que le géant de l'Afrique de l'Ouest, le premier producteur de l'or blanc, ne soit pas en mesure de donner de l'énergie à sa population, ne peut pas donner du pétrole à sa population, ça ne se comprend pas simplement. Dire que c'est vrai qu'il y a le coût du baril qui a chuté, qui pèse lourd, mais il y a aussi la question de la subvention. Et moi, je lis cela au problème de la corruption. On ne peut pas comprendre que ce pays qui a tout économiquement pour émerveiller, pour donner satisfaction à sa population, en soit là où elle en est actuellement. Donc je pense que là-dessus, si le nouvel élu arrive à répartir l'existant comme cela se doit, je veux parler des ressources, faire une répartition équitable des ressources existantes, non, petitement, oui, le pays au pied d'Agile aujourd'hui, le grand géant de l'Afrique de l'Ouest, peut petitement se relever. Oui, mais Joël, dites-nous quel doit être le tout premier chantier de l'homme? Le tout premier chantier, je trouve que la grogne sociale étant à son comble aujourd'hui, il va falloir aller très rapidement là, voir ce qui ne va pas au niveau de l'énergie, voir ce qui cloche au niveau de la gestion du pétrole. Et je dis, en dessous, on y trouvera la corruption. Boiry sera obligé de jouer sur deux fronts à la fois. La question de l'insécurité et la question de la fronde sociale. Il va falloir le faire très rapidement. Et dire que l'homme a donné déjà sa preuve par le passé. C'est lui qui a bouté plutôt hors du Nigeria la 7 Metati qui en 80 a fait vraiment couler assez d'encre de salive. Le Nigeria, on ne s'y attendait pas. Le nord du Nigeria était gangréné par cette 7 qui faisait vraiment peur. Mais Bourari a montré que si on veut, on peut y arriver. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire qu'on n'apprend pas à un singe à faire la grimace. C'est un homme qui a de la matière, qui saura redistribuer les cartes, parce que c'est aussi ça le problème. Mais sa difficulté, c'est que l'homme n'est pas venu seul au pays. Il va falloir composer avec tous ceux-là qui l'ont porté à la tête du Nigeria. Donc, il s'agira de savoir choisir les hommes qui vont, avec lui, mener la bataille. Et c'est en cela qu'il va falloir savoir jouer à la fermeté, mais aussi jouer à la politique de la carotte et du bâton. S'il ne sait pas le faire, eh bien, Boiry aura fort à faire avec la rue. Alors, vous l'avez dit, la fronde sociale, il va falloir que le tout nouveau président s'attaque à la fronde sociale. Mais pendant la campagne, le président a fait campagne parce qu'actuellement, le Nigeria ne produit que 1327 mégawatts d'électricité, un des chiffres les plus bas de l'histoire de ce pays. Mais durant la campagne, Boiry a promis de produire 12 000 mégawatts d'ici 2019. N'est-ce pas là un pari qui semble audacieux? C'est un pari très audacieux. Et pour que le peuple nigérien ne se rende pas compte que tout ça paraît du leurre, parce qu'aujourd'hui, quand on tient compte du contexte environnemental, le contexte africain, le contexte mondial, parce que nous parlons de l'or noir, c'est très critique la situation actuellement, il faut aller rapidement vers la diversification. Et il faut aller vers la diversification de la production du Nigeria, et c'est possible. Le Nigeria produit énormément, mais je dis, avant que le peuple ne s'aperçoit que le problème est plus profond qu'on leur a annoncé, parce que penser produit comme il l'a fait, parvenir à tenir parole comme il l'a annoncé, ce ne serait pas évident. Mais ce qu'il faut déjà faire pour qu'on ne se rende pas compte que la promesse est au-delà de l'attente, ce qu'il faut faire très rapidement, disais-je, c'est de colmater les brèches au niveau de la corruption, qui est un mal endémique au Nigeria. Il faut redistribuer les cartes, positionner les hommes là où il faut, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si on le fait très rapidement comme ça, je pense qu'on ne constatera pas le grand écart, le grand vide. Et on peut progressivement amener le peuple à se sentir à son aise. Parce qu'aujourd'hui, au moins, Mamadou Boiry peut surfer sur la confiance du peuple. Et pour surfer sur la confiance du peuple, c'est pour même aux citoyens lambda de se sentir vraiment servi et non asservi. S'il joue franc jeu, je pense que lentement mais sûrement, oui, le peuple aura de raisons de croire à la capacité de l'homme de leur faire rêver une fois encore. Oui, mais est-ce que le contexte, parlons du contexte dans lequel l'homme prend le pouvoir, est-ce que ce contexte ne le dessert pas un peu, un contexte marqué par la chute du prix du baril du pétrole, alors qu'on sait
que le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, tire 95% de ses recettes et devises et 80% de ses revenus fiscaux de la vente de l'or, noir et du gaz. Est-ce que ce contexte aujourd'hui ne constitue pas déjà un handicap? Est-ce que ce n'est pas un mauvais départ? Non, moi je ne dirais pas que c'est un mauvais départ. Observez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria. Quand le bonheur veut taper à votre porte, eh bien, il le tape. Et c'est à vous de savoir saisir l'occasion. Donc je dis une fois encore, c'est à Mamadou Bouhari de saisir cette occasion, lui et toute l'équipe avec lui. Parce que, au-delà des hommes qui ont fait ce qu'il faut, je vais parler du peuple nigérien, qui a clairement montrer la voie à suivre, et Goodluck Jonathan qui a accepté, on ne peut pas oublier la façon dont il a accepté sa défaite et la façon dont il a souhaité tout le meilleur pour le Nigeria et le nouvel élu. On ne peut pas oublier cela, mais je dis une fois encore, la nature aussi a accompagné ce qui est arrivé au Nigeria. Vous me direz comment? Nous avons vu ce Nigeria qui a compris à un moment donné qu'il faut commencer par logner de notre côté pour pouvoir s'en sortir. Et on a positionné à la tête du ministère de l'Agriculture un homme capable qui a commencé par faire ses preuves. Je veux parler de, passez-moi le mot, le nouvel homme fort de la BAD. Mais je dis, qu'est-ce que la nature est en train de faire au Nigeria comme ça? Cet homme qui a fait toutes ses preuves de par le passé, qui est arrivé au niveau du ministère de l'Agriculture, qui a commencé par faire comprendre que oui, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas et la production agricole au Nigeria a commencé par bien se porter aujourd'hui. Et c'est cet homme qu'on propulse à la tête de la BAD. Ce ne sont pas les Nigériens qui l'ont fait. L'homme a fait ses preuves, on lui a fait confiance et vous avez vu les conditions dans lesquelles cette élection s'est déroulée. Si c'était pas gagné d'avance, on ne pouvait même pas donner très cher sa peau. Eh bien, c'est cet homme qui est porté à la tête de cette banque qui a commencé par faire beaucoup pour cette Afrique-là. Je dis, il est question pour Bouhari, encore, de saisir aussi cette brèche, de profiter de l'occasion, de travailler avec lui, l'homme qui ne sera pas au niveau de son gouvernement, mais qui peut apporter beaucoup à l'Afrique, qui peut apporter beaucoup au Nigeria. Je dis, pour ma petite personne, pour le petit regard que je porte sur ce qui est en train de se faire, si Mamadou Bouhari comprend très rapidement qu'il n'est pas question de se camper, de rester arc-bouté sur le pétrole et dit le pétrole ou rien, s'il ne sauve pas dans ce sens, non, il va s'en sortir. Et de l'autre côté, n'oubliez pas, pour ce qui se passe aujourd'hui, l'investiture, voyez-vous, ceux qui sont descendus pour accompagner l'initiative, la descente de Kerry, ce n'est pas anodin. Il faut profiter de cela. C'est une main tendue dont le Nigeria doit savoir profiter. Si le Nigeria continue à jouer franc jeu, il a promis assainir les finances publiques. Il a promis mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est autant de données sur lesquelles Bouhari doit pouvoir travailler et travailler franchement. S'il le fait, non, moi je dis, on se donne rendez-vous d'ici 3 ans. Ça va être difficile, ça c'est vrai, parce que les dettes énormes, les dettes contractées par le Nigeria aujourd'hui sont énormes. On les chiffre à 60 milliards de dollars. C'est important. La dette interne. La dette interne, vous voyez. Mais pour autant, je dis que ce n'est pas perdu si l'homme travaille sérieusement. Et c'est l'un des rares qui a fait ses preuves, qui a prouvé que quand on est élu, on ne doit pas travailler pour sa poche. On doit travailler pour le contribuable. S'il reste dans cette logique, il n'y a pas de raison que le Nigeria, une fois encore, ne m'éveille pas. Alors Joël Yetondi, l'autre grand dossier qui attend le président Bouhari, c'est bien entendu la corruption qui gangrène l'administration nigériane, la corruption qui est érigée en institution, comme vous l'avez dit dès le départ de cette émission. Les Nigériens comptent sur la rigueur de l'homme pour réussir ce combat. Mais lors de son premier discours après son élection, l'homme a laissé entendre, il a promis de ne pas se lancer dans une chasse aux sorcières. Mais comment peut-il arriver à bout de cette corruption sans donner l'impression de se lancer dans une chasse aux sorcières? Oui, c'est une façon très diplomatique de planter le décor, puisqu'on a vu l'homme à l'œuvre hier, pas le passé. Il dit qu'il ne s'agira pas d'une chasse aux sorcières. Quand on le dit comme ça, c'est pour qu'on s'enlève de la tête que interpeller X ou Y ce ne serait pas pour sa coloration politique. Qu'on se l'enlève de la tête, les gens répondront simplement des actes qu'ils ont eu à poser. On ne peut pas comprendre qu'un individu sorti de nulle part, vous excusez l'expression, personne n'est sorti de nulle part, ça on peut effectivement le dire, mais un fonctionnaire, quelqu'un qui entre en fonction aujourd'hui, il fait à peine 9 mois en fonction et du jour au lendemain, il se tape 4 véhicules, des véhicules de luxe, il sort des maisons à étage, je vous dis, des maisons à étage. Et la pratique aujourd'hui, c'est quoi? On se ferme
on se donne des maîtresses. Bon, la femme est pratiquement chosifiée aujourd'hui. Non, de ces comportements, il faut décourager les gens. Il faut faire comprendre que l'homme mangera effectivement à la sueur de son front. C'est de cela qu'il est question. Il a annoncé les couleurs. Il ne s'agira pas de chasse aux sorcières. Mais ceux-là qui aujourd'hui savent, qui ne sont pas blancs comme neige, qui savent, qui se sont engraissés sur le dos du contribuable, qui savent qu'ils ont simplement vidé les deniers publics pour leur seule cause, il faut qu'ils commencent par rendre des comptes. La reddition des comptes, on ne doit pas le chanter au bout des lèvres. Il faut le vivre, il faut l'appliquer. Donc, spontanément, le bon citoyen peut déjà commencer par faire son mea culpa. Je pense que c'est ce qu'il faut déjà faire. Le contribuable qui attend aujourd'hui de pouvoir souffler un tout petit peu, il attend Boiry au carrefour. Et Boiry sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Et pour ça, je pense que ce qu'il faut faire simplement, si je me sens fautif, qu'on se rende rapidement là où on peut se rendre et constater que hier c'était une erreur, ça peut arriver. Le voleur qui vient dire que j'ai fait erreur, j'ai confondu mon bic à votre bic et qui vient le rendre, bon, on verra comment lui tirer les oreilles. Donc, le Nigérian sait qu'avec Mamadou Boiry, c'est vrai, et il est venu avec une forte coalition, mais pour autant, il sait aussi que c'est à lui qu'on demandera des comptes. Oui, mais et là-dessus, on connaît le passé de l'homme. Est-ce que son passé de dictateur ne risque pas de lui jouer un tour? Parce que le séjour d'un tronc-d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Le séjour d'un tronc-d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Vous l'avez dit, lui-même le sait qu'aujourd'hui, il n'est pas venu au pouvoir dans les mêmes conditions. Le régime a changé. Il doit s'inspirer de ce qui s'est fait. Et je veux parler de Goodluck Jonathan, qui lui a tendu la main dans des conditions que nous savons. L'homme pouvait s'entêter. Il avait des gens derrière lui qui disaient, mais si jamais le pouvoir passait dans l'autre camp, eh bien, nous allons saisir l'arme. Malgré ça, Goodluck Jonathan, après les résultats qui se sont dessinés de façon très claire, a saisi l'opportunité, félicité son rival d'hier. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, le contexte a changé. Le Nigeria a montré l'exemple en matière de démocratie et Mamadou Boiry n'a pas d'autre choix que de lui emboîter le pas. Il ne pourra pas emmener une fois encore le Nigeria dans des années en arrière de dictature. Ce n'est pas possible. Donc il est question pour lui de jouer au bon démocrate. C'est vrai que de temps à autre, il peut être tenté de se tromper d'époque. Mais puisqu'il n'est pas seul, il ne travaillera pas seul. Il y aura toujours des gens pour lui dire « Attention, l'erreur ne sera pas commise. Tout le monde a les yeux sur nous. Il n'y a pas que le Nigeria. Il y a toute cette Afrique-là. Je ne parle pas que de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria aujourd'hui, vous voyez, si le Nigeria a réussi, c'est tout un continent qui a réussi. Sa réussite importe pour tout un continent et pour tout le monde entier. On s'attend donc à voir un Nigeria gouverné par une main de fer dans un gant de vélo ou encore le contraire, une main de vélo dans un gant de fer. Non, aujourd'hui, je dis une fois encore, Boiry sait qu'il n'a pas droit à l'erreur et il n'a pas à entraîner le Nigeria dans des années en arrière, mais plutôt amener le Nigeria à faire des bons qualitatifs et tout le monde a sa partition à jouer. Et nous jouons déjà, je pense, notre partition de cette façon-là, en tirant l'attention sur ce qui doit être. Il faut finir très rapidement avec l'euphorie de la victoire, se mettre à la tâche, mais savoir positionner l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, Joël Yetondy, par rapport à la sécurité, tout porte à croire aujourd'hui que l'homme a beaucoup de chances de réussir de ce côté-là. Aujourd'hui, la capacité de nuisance de Boko Haram a été réduite, même si elle est affaiblie, elle n'a pas complètement disparu. Quels sont les défis qui restent à relever à ce niveau pour redonner son image au Nigeria? Oui, à ce niveau, le défi est grand. Le défi est grand. Je pense qu'il faut déjà s'inspirer de l'appel de Cotonou. Oui, l'appel de Cotonou qui, en résumé, a fait comprendre qu'il faut finir avec l'intégrisme, l'extrémisme religieux. Et pour finir avec, il faut amener à la cohabitation pacifique. Donc, je veux dire, Boiry doit travailler à amener les Nigériens, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient animistes, à travailler ensemble. Donc, à une coexistence pacifique, que l'autre arrive à trouver son bonheur dans la différence de l'autre. La différence religieuse ne doit pas être un tremplin de division, mais de cohésion. Alors, si Boiry arrive à travailler sur ce terrain, je pense que ce sera déjà fait échec à Boko Haram et sa clique. Parce que quoi? Ceux-là font comprendre que qui ne parle pas le même langage qu'eux,
qui ne fait pas exactement, en tout cas ils font toute autre lecture même de l'islam. Donc si on peut déjà amener les Nigériens à se retrouver comme un seul homme, je pense que ce sera déjà un pari de gagner. Maintenant par rapport au combat des armes, on a compris que les armes à elles seules ne peut plus suffire pour vaincre de Boko Haram. Ben, si on peut donc déjà travailler sur ce terrain, maintenant extirper le mal avec les armes. Il y a déjà une coalition qui est là, qu'il faut saluer, le Tchad, le Mali, le Niger. C'est déjà un acquis. Et puisque l'homme, c'est aussi un homme des armes, donc sur le terrain d'armes, moi je ne me fais pas de soucis. Mais au-delà des armes, il ne faut pas négliger ce terrain, à savoir amener les Nigériens à comprendre que c'est ensemble ils vont s'en sortir. L'autre qui tient un chapelet en main, l'autre qui tient la Bible en main n'est pas si différent de l'autre qui tient un Coran. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Amener les gens à comprendre que pour autant, c'est toujours le même Dieu qu'ils implorent. Oui, mais Joël, on dit comment voyez-vous le rapport avec ses voisins, le Tchad, le Niger, qui étaient déjà impliqués dans cette lutte? Parce qu'on savait, au temps de Goodluck ou Jonathan, rien n'avait été fait pour répondre à l'appel de ces pays qui sont lancés dans la lutte contre Boko Haram. Comment voyez-vous le rapport entre le nouveau président du Nigeria et ses voisins? Le terrain est balisé. Je n'ai pas vu un homme très fermé de par le passé. Mais ne l'oublions pas, Buhari c'est aussi un nationaliste confirmé. C'est un nationaliste confirmé, mais s'il y a un travail qui a été déjà fait, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Aujourd'hui, les Nigériens ne sont pas contre le travail qui a été fait. Les Nigériens reconnaissent que quelque part, cette force a contribué à anéantir les velléités nuisibles de Boko Haram. Donc, il est question de tresser la nouvelle corde autour de l'ancienne. Pour autant, on ne refusera pas à Buhari de faire passer au pas-dessus tout le nationalisme qu'il a de tout temps prôné. Donc, et pour faire vibrer cette fibre nationaliste, il est question d'amener une fois encore les Nigériens à se sentir ensemble, en dépit des différences religieuses. Maintenant, donner plus de confiance aussi à cette troupe. Il faut assainir l'armée nigérienne. Vraiment, la corruption gangrène aussi et empêche cela de travailler comme cela se doit. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut donner à cette armée les moyens de sa politique pour faire le travail. On a eu dire aussi que les généraux au sein de cette armée ont pactisé avec Boko Haram. De quoi est-il question? Il va falloir que Buhari aide à assainir aussi ce corps. Donc c'est en cela qu'il pourra faire vibrer plus sa fibre nationaliste. Mais non, à bannir le travail que les autres sont en train de faire. Si éventuellement Buhari, et je ne pense pas qu'il osera commettre cette erreur, s'il arrive à tourner dos à ceux qui sont déjà sur le terrain et qui sont en train de faire un travail formidable, ce sera une autre porte ouverte dont Boko Haram va se servir. Parce qu'on ne va pas finir de ce mal du jour au lendemain. Alors, Joël Yetondi, vous l'avez dit, aujourd'hui le Nigeria, c'est près de 60 milliards de dettes intérieures. Dans ces conditions, est-ce que vous voyez Mamadou Buhari en 4 ans, c'est 4 années, hein, en 4 ans, réussir le défi, relever le défi qu'il a devant lui? Parce que la tâche est immense. La tâche est immense, est immense. C'est en cela que je disais qu'il faut hiérarchiser et prioriser les besoins. En le faisant avec un dialogue franc, nous sommes aussi à l'ère de la communication. Il ne faut pas hésiter, nous ne demandons pas de faire de la propagande, il ne faut pas hésiter à communiquer avec ce peuple. Un peuple qui vous a fait confiance, il faut lui dire les choses telles qu'elles sont. Donc il faut utiliser un langage de franchise avec ce peuple et faire comprendre qu'on ne pourra pas tout assainir. J'ai entendu un Nigérian confesser que oui, ils n'attendent pas 100% de défis de la part de Buhari, mais tout au moins 50%. 50%, c'est déjà bannir la corruption, on peut le faire. C'est déjà essayer de répartir les biens du pays. C'est déjà vaincre de l'insécurité. Je pense que si Buhari peut arriver à cela, on comprendra que oui, arriver à épurer toutes ces dettes ne pourra pas se faire en 4 ans. Et pourquoi pas, Buhari pourra très humblement trouver peut-être un dauphin pour lui succéder. En 4 ans, on ne pourra pas apurer toutes les dettes du Nigeria. En 4 ans, on ne pourra pas parvenir à mettre le Nigeria sur pied. Mais en 4 ans, on peut faire rêver le Nigeria. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui de Buhari, je pense. Voilà, Buhari ne vient pas à la Zorok avec une baguette magique. Merci Joël Yetondi pour toutes ces analyses. Nous sommes à la fin de la première partie de ce débat qui était consacré aux défis qui attendent le nouveau président du Nigeria. Nous allons à présent marquer une pause pour faire un tour de l'actualité. Le récapitulatif de l'actualité en Afrique, ce sera à travers ce flash d'information.
Muhammadu Buhari, officiellement investi ce vendredi nouveau président du Nigeria à l'occasion d'une prestation de serment sans précédent dans l'histoire du pays qui n'avait jamais connu de victoire de l'opposition sur un chef d'État sortant. C'est d'un Nigeria quasiment paralysé qu'hérite le nouveau chef d'État. La mission ne s'annonce donc pas facile. Toujours au Nigeria, le ministre de l'Agriculture Akiwumi Adesina a été élu jeudi à Abidjan, président de la Banque africaine de développement selon les résultats officiels. C'est donc le candidat nigérian qui remplacera le Rwandais Donald Kaberuka à la tête de cette institution stratégique pour le continent septembre prochain. En République démocratique du Congo, le président Kabila lance des consultations tous azimuts en vue d'un dialogue politique. De hauts responsables congolais annoncent qu'il s'agira de réfléchir sur le calendrier électoral global. Une idée rejetée par une partie de l'opposition qui y voit un stratagème de rester illégalement au pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag. Un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Le problème est à ce niveau, la crédibilité. Blaise disait, moi je suis pressé de passer le pouvoir après mon deuxième mandat. Après, à la veille du passage de témoin, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida ou le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Personne n'a contesté que ces faits ont existé. On a tout simplement prouvé que le notaire a craché dans la soupe. Sinon, le mois de mars s'annonce un peu difficile sur le plan de la mobilisation des recettes. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. J'ai toujours sur ce plateau Joël Itondi, journaliste à la rédaction de Sika TV. Mais en deuxième partie de ce débat, nous allons aborder le cas du Madagascar où la destitution du président Heri Rajaonari Mampiane par une large majorité des députés fait débat. Si le président malgache conteste cette destitution, tous les regards sont désormais tournés vers la haute cour constitutionnelle du pays qui doit arbitrer ce conflit. Doit-on croire à un retour de vieux démons sur la grande île? On en parle tout juste après ceci. Joël Itondi, Madagascar, le président destitué par un vote des députés, le président qui conteste le vote. Comment est-ce qu'on peut apprécier cette situation? Il faut faire une analyse franche, je trouve, et honnête, juste des faits. Ce n'est pas très étonnant ce qui est arrivé, qui a bu boira, dira l'autre. C'est déjà arrivé une fois à Madagascar, je pense c'était en 1996 avec le président Albert Zafi, où les députés, pas trop fiers de l'homme, pas trop fiers de sa gestion, ont dû passer à l'acte. Il faut les 2 tiers. Aujourd'hui, c'est avec un score fleuve, 121 voix pour. Le mal est profond. Et là-dessus, quand on s'en tient à ce que les députés ont dit, on reproche au président son incapacité à diriger le pays, on lui reproche d'être antidémocrate, d'avoir violé la Constitution. Dans le fond, quand on observe les griefs portés contre le chef de l'exécutif, est-ce que ces griefs ne sont pas bon fondés? Quelque part, je dis que oui, on ne peut pas comprendre que dans un contexte comme celui-là, un chef de l'exécutif se mette à dos tous les députés, les élus du peuple. Au lendemain de cette élection constatée, c'est vrai, l'homme n'est pas venu sous la bannière d'un parti politique, il n'en a d'ailleurs pas, mais les gens ont fait bloc derrière lui pour le porter à la tête du pouvoir. Mais voilà un président qui, une fois élu, a mis plus d'un an pour pouvoir se choisir un premier ministre. Un premier ministre qu'il s'est choisi, mais le premier ministre, une fois positionné, 9 mois après, il a dû le remercier. Mais ce n'est pas compréhensible. Il doit avoir ses raisons. Eh bien, pour les raisons qu'il a eu à évoquer. Sur l'échiquier national, pour ce pays qui a traversé tant de difficultés, le président n'a pas été en mesure de trouver un homme capable pour l'accompagner dans sa nouvelle vision. Ça pose des questions. Et pour qu'un pays comme celui-là, tout pays d'ailleurs, fonctionne normalement, il faut la haute cour de justice. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, le président a été incapable de mettre sur pied la haute cour de justice. Vous comprenez ça? Mais il donne de la matière à moudre
aux élus du peuple. Les élus du peuple ne sont pas là pour ça. Non, c'est pour le bon fonctionnement de l'exécutif et de toute la nation. Sur bien d'autres projets de loi, on l'a vu, prendre des lois à contre-courant. Ça, c'est vrai, c'est des griefs qui sont quelque part fondés. Mais quand vous arrivez au pouvoir dans ces conditions, l'essentiel à faire, c'est de rallier tout le monde. Ça, on peut dire, Rajao n'est pas parvenu à le faire. Donc, quelque part, c'est des griefs fondés. Quand on parle maintenant, quand on va au fin fond du dossier, il parle de l'argent qui a dû couler et il parle de députés achetés. Ça reste à vérifier. Si on a des preuves que c'est des députés qui sont achetés, il va falloir, les tests sont là, il va falloir les appliquer. Mais je dis, dans le fond, il y a quelque chose qui n'a pas très bien marché. Voilà un chef qui a organisé ce qu'on peut appeler rencontre, vérité, réconciliation avec la nation elle-même et qui n'a même pas invité un seul député. Vous concevez cela? Mais s'il a des griefs contre les députés, qu'il les fasse asseoir et qu'ils discutent. On ne peut pas comprendre que le Madagascar, le pays, soit à l'ère de la réconciliation et que l'exécutif ne puisse pas aller dans le même sens. Je ne dis pas que, comme ailleurs, quand on dit pi, que ça dise pan, mais qu'ils puissent dialoguer. Il y a eu absence de dialogue, simplement. Et ça rime à quoi? Ça ne peut que donner ce que nous avons vu là. Et quand on prend du recul, il faut simplement saluer cela. Oui, parce qu'on dit qu'il faut pouvoir parvenir à destituer le chef de l'exécutif aux 2 tiers. Ils sont allés au-delà. Mais est-ce que ce n'est pas démocratiquement qu'ils ont fait le vote? Le président malgache s'est prononcé après le vote de destitution. Il a dit très exactement ceci, je cite une partie de son discours. J'ai toujours refusé d'accorder des avantages que les députés ne méritent pas, suivant le contexte, notamment de leur accorder gratuitement des véhicules 4x4. Ceci, est-ce que ceci laisse supposer des élans de représailles? Ce ne sont pas moi, je comprends un peu ces propos tenus par le président, mais au même moment, quand les députés ont demandé à avoir ces véhicules, bon à lui de s'y opposer. Mais il l'a fait, il prend le peuple à témoin. Si c'est pour cela que les députés vont se liguer contre lui, mais ma foi, observez de très près, il n'aura pas tout cet effectif contre lui seul. Non, il a fondamentalement quelque chose à se reprocher. Il faut qu'il revoie sa copie. Mais je veux saluer sa sortie. Un peu plus loin, il ne s'est pas trop attardé là-dessus. C'est vrai, il le leur a reproché, mais pas la suite. Il a confessé que le plus important, c'est un pays uni, un pays réconcilié avec lui-même. S'il peut travailler là-dessus, bon, tant mieux pour Madagascar. Parce que le risque est là, le pays risque une fois encore de sombrer. C'est heureux déjà qu'il appelle à la réconciliation et la haute cour constitutionnelle a encore tout son temps. Avant, c'était 2 mois qu'il a pris pour trancher. Aujourd'hui, il prendra peut-être plus. On espère, on dit qu'ils parlent le même langage. Je veux parler de la haute cour et du chef de l'exécutif. Si c'est le cas, c'est qu'il pourra faire échec au projet des députés. Si cela arrivait, il faut que Rajao tire leçon de ce qui s'est passé. Mais je dis au-delà de ce qui s'est passé, nous devons faire une autre lecture. Quelle lecture? Il faut que vraiment l'exécutif joue son rôle et que le législatif joue son rôle de contre-pouvoir. Les députés sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Et sur l'essentiel, je trouve que c'est fondé quand on dit que le chef de l'exécutif n'a pas joué son rôle à fond. Aujourd'hui, on a vu un exécutif uni, ça aussi c'est très bon. Tout le monde uni derrière son chef pour soutenir le chef dans son élan, c'est tant mieux. Mais une fois encore, que sur le continent, on commence par comprendre qu'il nous faut effectivement des institutions fortes. Comme l'a dit Barack Obama, nous n'avons pas besoin d'hommes forts, mais des institutions capables de taper du poing sur la table quand ça ne va pas. La question que moi je me pose, c'est comment un président régulièrement élu, il y a environ seulement 18 mois, a pu essuyer un tel échec au Parlement. Sur 125 députés présents, sur les 151 que compte officiellement le Parlement, 121 ont voté pour la destitution du président. Et ça dit que le président malgache n'a aucune base politique. Non, le problème ne s'est pas posé, ce n'est pas un problème de base politique. Parce que, observez très bien, il y en a qui sont venus, qui sont encore en exercice sur le continent, qui n'ont pas de base politique. Ils sont venus sans parti politique. Ensuite, il y a eu des coalitions derrière eux qui les accompagnent. Jusqu'à présent, suivez mon regard. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le président Rajao a cru
qu'il peut gouverner seul. C'est comme s'il veut revenir à la dictature, vous excusez le terme, même si on ne l'a pas vu vraiment à l'œuvre dans ce sens. Mais ça y ressemble. On ne gouverne pas seul. Vous avez un rôle bien déterminé à jouer. Le législatif a aussi son rôle à jouer. Et ça se complète. Mais à un moment donné, on a vu le président malgache gouverner seul capitaine à bord. Non, il n'est pas seul capitaine à bord. Les députés ont leur rôle à jouer, l'exécutif a son rôle à jouer et ça se complète. Mais je dis une fois encore, qu'on se le retienne pour dire que c'est possible qu'on en arrive encore sur le continent à faire les choses démocratiquement. Moi, c'est ça que je salue fondamentalement. Les députés ont voté la déchéance de façon légale. On ne peut rien leur reprocher là-dessus. Ils ne sont pas venus, même si quelquefois il peut y avoir de quelques vendus, comme on le dit. Mais à une large majorité, vous voyez ça? C'est dire qu'on peut arriver à faire descendre ceux-là qui pensent que l'État ou l'exécutif, le fauteuil présidentiel, c'est leur chose, c'est une royauté, et qu'ils sont là, et c'est à eux de dire quand est-ce qu'ils peuvent descendre. Non, les députés sont là pour leur dire, si vous ne faites pas ce pourquoi on vous a élu, eh bien, on peut vous faire descendre. C'est une leçon fondamentale. Et sur le continent, il va falloir commencer par travailler pour. C'est vrai que c'est difficile, c'est un cas exceptionnel, il faut avoir peut-être comme un certain Rajao pour en arriver là. Et j'espère simplement, sincèrement, parce que un pays qui va encore retomber dans ses travers d'hier, on ne peut pas le souhaiter pour la grande île. Selon les différents schémas qui s'offrent désormais, si la Haute Cour constitutionnelle du Madagascar confirme la destitution du président, des élections anticipées pourraient avoir lieu et pourraient voir s'affronter Mak Ravalomanane et André Rajoelina, deux hommes dont la rivalité empoisonne depuis 2009 la vie politique, la vie publique du pays. Est-ce que la grande île n'est pas en train de réveiller les vieux démons? Tout est possible, tout peut arriver. Tout peut arriver, on ne peut pas refuser d'apprécier la situation de ce point de vue. Aujourd'hui, les tests sont clairs et je veux espérer que les députés seront restés légalistes parce que les tests ont été clairs dans le cas d'espèce de la déchéance du président de la République. On va organiser, comme vous l'avez dit, les élections et vous savez, jusqu'à preuve de contraire, le dossier de l'ancien président est toujours pendant devant la justice. Le dossier va suivre son cours. Et là-dessus, en principe, on ne devrait pas craindre trop le pire. Mais le pire peut toujours arriver. Lui peut bondir sur cette situation et salue encore la catastrophe. C'est en cela que je veux simplement souhaiter. Malheureusement, je veux souhaiter que ce soit plutôt une autre issue. Espérer que ceci serve de leçon au président actuellement en exercice et que la Cour ne va pas trancher pour la déchéance et qu'on va assister à un nouveau schéma, une nouvelle classe qui va se dessiner, il va rebeloter et pouvoir travailler maintenant de concert avec l'exécutif. Mais si cela n'arrive pas, j'espère simplement que les députés seront tenus bons et faire simplement prévaloir les tests de loi. Et que le président hier déchu sera resté aussi dans son coin et que les choses se joueront démocratiquement. Il faut espérer simplement le meilleur pour Madagascar. Oui, mais Joël Etondi, est-ce que vous voyez derrière tout ceci une main invisible de André Rajoelina, l'homme qui a été le mentor de l'actuel président, le président Henry, et selon ce qui se dit du côté d'Antananarive, c'est que le président Henry a pris ses distances dès qu'il a été élu, il a pris des distances avec son mentor. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une main invisible de l'ex-président André Rajoelina pour faire descendre son filleul d'antan? Ce n'est pas exclu. Et ce n'est pas exclu. Et n'oublions pas, à l'Assemblée, l'homme est toujours représenté. Il a les siens. Et on n'est pas content de la façon dont il a été écarté. Quand je dis on, je ne parle pas de moi. Je parle de ses militants. Je parle de l'homme lui-même. Il n'a pas su digérer ce revers. S'il a accompagné Rajao, c'est pour que, en son temps, on puisse lui retourner l'ascenseur. Mais aujourd'hui, on ne lui a pas retourné l'appareil. Il n'est pas content, ça c'est vrai. Les députés qui lui sont fidèles ne sont non plus contents. Il ne manquera pas de tirer les ficelles dans l'ombre, mais une fois encore, les acteurs politiques doivent comprendre qu'au-delà de tout, s'il s'agit de l'État, l'État doit être au-delà des intérêts égoïstes, les intérêts égoïstes qui ont fait que cette Afrique continue de souffrir. Et on ne peut pas continuer à cautionner cela. C'est en cela qu'au-delà
de ce qui a été servi au peuple, les députés doivent se montrer réellement patriotes. Une fois encore, c'est à eux de jouer le grand jeu. Mais moi, je veux une fois encore espérer que la Cour constitutionnelle va donner une seconde chance. On l'espère, va donner une seconde chance au président en exercice qui déjà a su faire profil bas et demander à ce qu'on aille vers le dialogue et qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de tout, il s'agit du pays qu'il faut reconstruire. Et j'espère que c'est un langage de franchise et que dans ce langage, il saura, comme cela se fait, ce n'est que secret de Polichinelle, nos chefs, ils savent comment faire pour aller voir le dirigeant, le premier homme, l'homme fort de nos hautes cours constitutionnelles, négocier comme de tout temps. Donc j'espère qu'il saura négocier là-bas et donner toute sa parole à faire les choses comme cela se doit, afin qu'une fois encore, la grande île en sorte plutôt grandie. Merci Joël Yetondié pour toutes ces analyses, pour toutes ces explications. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la première partie de cette émission consacrée à l'analyse de l'actualité sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. La suite de ce magazine d'information, c'est bien sûr l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. Place donc au journal de l'économie. Je vous laisse en compagnie de Inès Aronsou.